le livre du père Bernard Pitot, qui est l'objet de cette séance, est plus large, évidemment. C'est la biographie d'un prêtre de la Compagnie des prêtres de Saint-Sulpice, M. Emery, qui a vécu au carrefour du XVIIIe et jusqu'au début du XIXe siècle. C'est une personnalité très riche et pourtant assez largement méconnue et qui a joué un rôle important, on peut le dire, au sein de l'Église de France sous la période, durant la période révolutionnaire notamment, mais également après le moment de l'Empire et des négociations avec Pie VII au moment du Concordat. Les choix qu'il a adoptés, que M. Emery a adoptés, face à la Révolution, face au changement politique qui a lieu en France, témoignent et illustrent en fait les dissensions internes à l'Église catholique en France. On a souvent tendance, et je pense que Paul Jocelyn l'évoquera tout à l'heure, on a souvent tendance à simplifier les discours autour des positions de l'Église catholique, que ce soit Rome ou que ce soit l'Église en France. Et il me semble que cette séance et ce livre permettent de mettre en lumière c'est le fait que les choses sont moins simples que ce qu'on peut avoir tendance à le dire. M. Emery rejette la constitution civile du clergé de juillet 1790, mais il n'en accepte pas moins de prêter certains serments qui sont demandés pour des raisons qu'il défendra, qu'il aura à défendre face à les ennemis, en tout cas face à les critiques, et que Bernard Pitot et Paul Chopin expliqueront, je pense, au cours de leurs interventions, ou au cours des discussions qui suivront leurs interventions. Avant de céder la parole au père Pitot, je voudrais simplement lire un petit passage de son livre, qui résume bien, à mon sens, la complexité et tout l'intérêt de la personne de Jacques-André Emery. Je cite Bernard Pitot. « Monsieur Emery est un homme de l'Ancien Régime. Il n'envisage pas de changement radical de société. Il va pourtant accompagner ce changement et l'accepter pour que l'Église vive. La seule chose qu'il désire vraiment, c'est que l'Église garde son unité et qu'elle puisse librement exercer son ministère. On ne trouve guère dans ses écrits de jugement purement politique. Homme du passé de ce point de vue, il s'en détache si cela est nécessaire pour l'Église. Et finalement, c'est pour que l'Église vive et continue sa mission qu'il lui ouvre la voie de l'acceptation d'une société nouvelle. Il n'accepte pas pour autant n'importe quoi, comme on pourra plus tard le lui reprocher. M. Emery n'a rien cédé sur la foi, il a simplement, au nom de sa foi et de son amour de l'Église, accepté de changer de type de société. Voilà. Donc je vais laisser la parole au père Pitot pour une vingtaine de minutes. J'ai mis un mail tout à l'heure. Alors j'ai une réputation qui est assez terrible d'imposer des temps de parole et de couper le micro si jamais ça dépasse. Non, c'est totalement faux. De temps en temps que je grogne, sinon voilà. Mais donc Bernard Pitot a une vingtaine de minutes, un peu plus s'il le souhaite. Pour ceux qui ne connaissent pas, il a publié des travaux déjà sur les prêtres de la Compagnie des prêtres de Saint-Sulpice. Et il a publié déjà plusieurs ouvrages sur Madeleine Lebrel, par exemple, mais aussi sur M. Ollier sur les séminaires en fait, de Saint-Sulpice au XXe, je crois, siècle, si la mémoire est bonne. Et ce livre fait partie d'une trilogie. Donc c'est le deuxième opus, je crois qu'il y aura un troisième volume. Et j'ai eu une question de la part de quelqu'un qui ne peut pas venir à cette séance. Pourquoi cette trilogie? Voilà. Alors, Monsieur Dumont, je vous remercie beaucoup de m'avoir invité à présenter cet ouvrage sur Monsieur Emery, supérieur général de la Compagnie des prêtres de Saint-Sulpice de 1782 à 1811, année de sa mort, qui est un personnage bien connu des familiers de la période révolutionnaire et napoléonienne, surtout par la biographie remarquée qu'en avait donnée le chanoine Leflanc, historien réputé, en
1945. Je remercie aussi M. Chopin de m'enrichir, de nous enrichir de sa compétence. Et puis je vous remercie tous d'être là, dont M. Boudon, que je suis heureux de saluer, de rencontrer. Voilà. J'essaie de vous donner quelques clés pour comprendre l'orientation que j'ai voulu donner à cette biographie. Alors, en effet, comme vient de le dire M. Dumont, elle se situe dans un ensemble que j'ai commencé en 2017 par la publication d'une biographie du fondateur de la Compagnie de Saint-Sulpice, M. Jean-Jacques Ollier, en 1641-1642, que j'ai fait suivre de deux autres ouvrages qui ont conduit la Compagnie de Saint-Sulpice au seuil de la période révolutionnaire. Et cela explique, pour une part, l'attention que j'ai portée dans cette biographie, non seulement à M. Emery, qui n'est pas un homme seul, mais aussi à ses confrères sulpiciens, pour bien montrer que cet homme, aussi génial soit-il, n'est pas un homme isolé, mais qu'il est membre d'une société de prêtres dont le but est toujours d'ailleurs la formation des prêtres, et qui a un certain nombre de pratiques dont l'une d'entre elles, et non des moindres, est le travail en commun, toujours. Chez nous, les décisions se prennent toujours en commun, et les supérieurs consultent toujours, par obligation. Alors, ça vous explique pourquoi je n'ai pas parlé que de M. Emery. M. Emery, pendant la Révolution, c'est un homme qui ne va pas s'exiler, qui va tout à fait consciemment et volontairement rester à Paris jusqu'à son incarcération en 1793. Il reste dans le séminaire construit sous M. Ollier en 1651, et dont le bâtiment est occupé par la section du Luxembourg à ce moment-là, la section révolutionnaire du Luxembourg, et puis ensuite par des soldats et des femmes de soldats. Il va donc s'exposer parce qu'il veut veiller sur les tombeaux de ses pères qui sont inhumés là, et parce qu'il veut rester au centre d'un dispositif dont le courrier, acheminé par des réseaux plus ou moins clandestins, constitue le lien le plus assuré. Même là, il n'est pas seul. D'ailleurs, il a autour de lui une petite garde rapprochée, si je puis dire, de collègues qui prennent les mêmes risques que lui et dont certains seront emprisonnés comme lui et libérés en 1994 au 9 Thermidor, comme lui. Et dont tel ou tel autre, d'ailleurs, sera guillotiné. J'en cite tel ou tel, n'est-ce pas? Autrement dit, je n'ai pas voulu faire de M. Emery un homme seul, un homme isolé. Il est chef, sans doute, et il sait l'être, et il n'abandonne pas ses responsabilités, mais il appartient à une société de prêtres qui, par ailleurs, a payé un assez lourd tribut, aussi bien au cours des massacres de septembre 1992 que pendant la Terreur, à Paris, comme au ponton de Rochefort ou d'autres lieux. De même qu'il ne faut pas non plus en faire un homme extraordinaire quant aux appuis dont il a bénéficié durant son emprisonnement. Ce qui lui est arrivé à beaucoup d'autres, pour leur plus grand bonheur. Ils ont aussi été libérés. La tendance des biographes est toujours d'idéaliser le risque que l'on court quand on fait une biographie, c'est toujours d'idéaliser un personnage. Mais le personnage partage beaucoup de conditions de sa vie, d'existence, avec d'autres. Pour cette raison, j'ai pris du temps pour décrire la carrière de M. Emery avant son élection comme supérieur général en 1782. Carrière tout à fait classique à Saint-Sulpice, de professeur d'abord de théologie dogmatique à Orléans, puis de théologie morale à Lyon, au
séminaire de Lyon, puis de supérieur du séminaire à Angers. Quand il devient supérieur général, il a déjà 50 ans et une expérience de 25 ans d'enseignement et de gouvernement, où il a eu l'occasion de montrer à la fois sa forte personnalité, son goût pour le travail intellectuel, nourri auprès de maîtres reconnus, comme M. Legrand, par exemple, un des docteurs de Sorbonne de l'époque les plus réputés et consultés. Et alors, justement, ce que j'ai découvert en travaillant cette biographie, c'est que M. Emery ne sera pas seulement l'homme politique habile et fort, hein, qu'il a été réellement, parce que les événements l'ont conduit à faire preuve de ses qualités dans ces circonstances-là, hein, mais il sera et restera un intellectuel, intéressé non seulement par les disciplines qu'il enseigne, mais aussi par l'approfondissement d'une apologétique qu'il a fait remarquer au moins par un historien de l'apologétique au XVIIIe siècle, M. Albert Monod, dont l'ouvrage, bien qu'écrit en 1916, reste un ouvrage de base concernant l'apologétique chrétienne au XVIIIe. Il est vrai que M. Emery reste un auteur mineur en ce domaine. Il appartient, je crois, à cette catégorie d'apologètes qu'on appelle les apologètes conciliateurs. Son but est de montrer modestement que les plus grands savants et philosophes ont non seulement cru en Dieu, mais cru en la foi chrétienne, à la religion catholique. D'où sa lecture et sa présentation de Leibniz, de Descartes, de Bacon plus tard. Il reprendra tout cela après la Révolution. Hein, et d'autant plus, si vous voulez, qu'il continuera à travailler donc, dans le même sens, d'autant plus qu'il est intéressé aussi par la physique et les mathématiques, à cette époque où les disciplines n'étaient pas aussi radicalement divisées qu'elles le sont maintenant, et où il est, semble-t-il, fort compétent. Hein. Il porte aux sciences un grand intérêt, qui explique ses contacts avec les savants de son temps, avec lesquels il entretient une correspondance régulière et qu'il rencontre à Lyon, à Paris. Son apologétique déçoit, il ne faut pas se le cacher, comme celle d'ailleurs de beaucoup de ses contemporains, en raison entre autres de ses tendances concordistes. Hein. Mais c'est un chercheur qui aime aussi l'histoire, c'est un infatigable découvreur de textes, hein, de manuscrits. L'après-révolution sera pour lui une période privilégiée, car malgré les précautions prises par les gouvernements pour préserver les collections, il y a eu quand même beaucoup de dispersion. Et finalement, peut-être qu'à ses propres yeux, la plus grande œuvre de sa vie a été la publication par son ami Monseigneur de Beausset, ancien évêque d'Alès, de la vie de Fénelon, dont il a racheté les manuscrits, et à laquelle il a passé lui-même un temps considérable. Il aurait bien pu co-signer cette œuvre, ça n'aurait pas été excessif. Il aura d'ailleurs, en la personne de M. Gosselin, un historien de la compagnie, un successeur dans la publication, cette fois des œuvres, des écrits de Fénelon. Bon, alors j'en viens quand même à la dimension politique. Je dis ça parce qu'une personnalité est toujours complexe et parce qu'au fond, son vrai désir à lui, ça aurait été de disparaître et de ne faire que ce que je viens de dire, que cela. C'était son désir. Il n'avait pas envie d'être mêlé à toutes sortes de questions politiques dans lesquelles il s'est trouvé de fait mêlé. Alors j'en viens quand même à cette dimension politico-religieuse de sa vie. Alors sur ce plan, M. Dumont l'a rappelé tout à l'heure, je crois que ce qui le caractérise, c'est l'écart entre son refus très clair de prêter le serment à la constitution civile du clergé en 90-91, n'est-ce pas, et l'écart entre son refus de la constitution civile et sa prestation du serment de liberté et d'égalité en 92, n'est-ce pas? Alors, à la fin de 92.
On souligne, lui, il le prête à la fin 92. On souligne souvent, à juste titre, l'unanimité de la Compagnie de Saint-Sulpice dans le refus de prêter le serment à la Constitution civile. Sur ce point, M. Emery est très ferme, et comme ses collègues d'ailleurs, il n'a pas attendu la réponse de Rome, qui n'arriva qu'en mars 91, avec le bref Code Aliquantum, pour exposer son point de vue et le communiquer à ses confrères. Pour lui, la Constitution civile ne contient pas seulement des décisions de discipline ecclésiastique qui, à la rigueur, dans la tradition gallicane de la France, pourraient relever des autorités civiles, mais elle contient aussi des décisions, je pense là par exemple à la division, à la nouvelle répartition des diocèses. Ça aurait pu se négocier, ils n'étaient pas trop dans un climat de négociation quand même. Mais la Constitution civile contient aussi des décisions qui, à ses yeux, concernent la foi, sur lesquelles l'État en tant que tel n'a pas compétence. Je pense en particulier à la question de l'élection des curés, des évêques. Pour lui, dans sa foi, on ne se donne pas ses propres ministres. Il y a une question une question théologique de sacramentalité là qui est en jeu. On reçoit de l'Église ses ministres, et donc l'élection surtout faite, pas seulement par les chrétiens, mais aussi par tout le monde, quelle que soit sa religion, lui est difficilement acceptable pour lui, et donc il le dit d'ailleurs, pour donner à l'Église une discipline, la modifier, la changer, régler son gouvernement, lui donner ses ministres, graduer leur autorité, seule l'Église est compétente. Il est d'ailleurs très habile dans sa rédaction là, de ce texte qu'il a envoyé à ses collègues, mais que d'autres ont dû avoir. Il ne prononce pas même le mot de pape, dangereux un peu à l'époque, bien sûr, mais il adopte l'expression collège apostolique, étant bien entendu que le pape fait partie de ce collège et qu'il y joue un rôle particulier. Autrement dit, dans la Constitution civile, à ses yeux, l'État dépasse ses prérogatives et donc il ne peut pas prêter le serment. Or, dès la fin de 92, donc un an et demi à peu près après avoir refusé le premier serment, M. Emery prête le serment de liberté et d'égalité, qui alors du coup, à ses yeux, est purement civil, et il l'a vérifié auprès de ceux qui l'ont rédigé. Il a été les interroger, et qui enseigne, selon lui, seulement à ne pas s'opposer avec violence au régime en place. Je le cite ici, la liberté, celle dont il est question dans le serment, n'est pas celle de la constitution civile du clergé qui tente à renverser les hiérarchies. L'égalité consiste en ce que chacun puisse exercer les mêmes droits. Il n'y a rien dans cette égalité qui blesse, je ne dis pas la religion, mais qui ne puisse se concilier avec les principes de toute hiérarchie. M. Emery a toujours souligné que cette position a été prise par lui après une mûre réflexion avec les directeurs encore présents au séminaire, selon cette tradition sulpicienne que je vous disais au début de prise en commun des décisions, et aussi avec les évêques encore présents à Paris, et surtout avec les vicaires généraux, parce que le monseigneur de Juigné était évidemment déjà parti. Mais avec les vicaires généraux de Paris, c'est là d'ailleurs qu'on voit apparaître le nom de M. Jalabert, grand ami de M. Emery, qui sera supérieur du séminaire de Saint-Sulpice lorsque Napoléon supprimera, purement et simplement, la compagnie en 1811. C'est la présence de gens comme ça, de gens comme M. Jalabert, qui permettra de fait à la compagnie de se perpétuer et de réapparaître au moment de la Restauration. Donc M. Emery a beaucoup discuté et consulté. Il souligne également qu'il fallait faire vite pour empêcher de nouvelles condamnations à mort, et qu'on ne pouvait attendre la réponse romaine, à laquelle d'ailleurs il était toujours prêt à se soumettre, et il était toujours prêt à se rétracter s'il y avait une réponse formelle.
de Rome, qui ne viendra jamais. Gérard Pelletier l'a bien montré dans son gros et très important travail sur les documents romains, n'est-ce pas, de cette époque, et les discussions de la commission, en particulier de la commission des cardinaux, créée à cet effet. Par le fait même, M. Emery s'engageait dans l'acceptation d'un régime politique qui n'était pas celui qu'il aurait souhaité, mais dans lequel il lui semblait que les obstacles majeurs posés par la Constitution civile étaient écartés, et où les chrétiens pourraient par conséquent vivre leur foi, même s'ils n'étaient pas forcément en accord avec toutes les lois, mais ils n'étaient pas obligés non plus toujours d'exécuter ces lois. Ce sont des lois qui permettent ceci ou cela, mais le chrétien, s'il n'est pas d'accord, il n'est pas obligé de le faire. Personne ne l'y oblige. À mon avis, c'était un acte symbolique par lequel ceux qui le prêtaient déliaient l'exercice de la religion et la forme de l'État. D'où les réactions violentes de certains évêques, en particulier du cardinal Maury, tout ça est bien connu, en exil à Rome, et de certains confrères de M. Emery. C'est-à-dire que là, la belle unanimité de la compagnie de Saint-Sulpice dans le refus de la constitution civile du clergé éclate totalement. Et une des grandes épreuves, une des grandes souffrances de M. Emery, d'ailleurs, ce sera de voir que ses confrères l'attaquent, mais parfois très violemment, en lui demandant de démissionner, de se repentir de ses fautes, etc. Voilà. M. Emery répondait qu'il avait pris cette décision en accord avec d'autres, après mûre réflexion, et qu'il n'était pas facile de prendre ce genre de position quand on n'était pas sur place et qu'on ne risquait rien pour sa vie. C'est vrai qu'on a parlé, à propos de ce serment-là, n'est-ce pas, d'un décret ironique. Un livre de Lucien de Misermont, je crois, qui est paru au début du XXe, en 1914, qui parle de décret ironique. Et c'est un peu ironique, alors qu'évidemment on emprisonnait à ce moment-là les prêtres, qu'on s'appropriait des biens des immigrés. C'est un peu curieux de parler de la sûreté des personnes et des propriétés, n'est-ce pas, de jurer qu'on va les maintenir alors que pendant ce temps-là, évidemment, bien sûr. Mais la suite montrera que malgré tout, Monsieur Emery avait raison. Le résultat ne fut pas immédiat, c'est le moins qu'on puisse dire. Mais une fois les querelles passées, cet acte est resté dans la mémoire sulpicienne comme un acte majeur. La preuve en est, c'est qu'en 1892, j'ai trouvé ce texte très récemment en travaillant dans les archives du XIXe siècle, dans nos archives, n'est-ce pas ? En 1892, au moment où Léon XIII invite au ralliement, M. Icare, successeur déjà lointain de M. Emery, à la tête de la compagnie de Saint-Sulpice, fait explicitement référence à la prestation de serment de liberté et d'égalité de son prédécesseur. Explicitement, il se réfère clairement à lui. Vous voyez, c'est quand même intéressant, je trouve. J'ai été assez heureux en trouvant ce texte, parce que, je me dis, presque 100 ans après, 90 ans après, M. Icare fait référence à l'attitude de M. Emery au sujet du ralliement. Et ça je trouve, il y a une espèce de continuité là qui est intéressante à observer. Je pense que M. Dumont ne va pas tarder à me rappeler. Alors, non. C'est dans le même sens. Je dis ça aussi, c'est dans le même sens que là. Parce que son but, au fond, pourquoi il fait ça ? Son but, c'est remettre en jeu les prêtres réfractaires, n'est-ce pas ? Et arriver à réconcilier les réfractaires et les constitutionnels. Si,
en prêtant le serment de liberté et d'égalité, les prêtres réfractaires reviennent sur le devant de la scène et peuvent de nouveau, c'est ce qu'il espère, ça ne se fera pas en réalité hein, dans les années qui suivent, bien sûr, tout ça sera bloqué, mais c'est ce qu'il espère. Voilà. Si les prêtres réussissent de nouveau à exercer leur culte, enfin, il ne faut pas qu'ils se coupent de l'État. Hein, voilà. Il ne faut pas qu'ils se coupent de l'État. Et il saisit la première occasion pour montrer qu'il y a des prêtres qui sont de bonne volonté par rapport à l'État et que tout ce qu'on peut dire sur l'ennemi de l'intérieur, n'est-ce pas, à ce moment-là, qui a joué tellement en 1792 au moment des massacres, eh bien, ça, il faut apporter beaucoup de nuances et qu'en tout cas, il y a des prêtres qui pensent autrement hein, et qui voient les choses autrement. Bon, voilà. Alors, c'est dans le même sens qu'après la Révolution, il travaillera à la réconciliation des deux clergés et s'emploiera à la réintégration des prêtres constitutionnels en prônant la modération à leur égard et en cherchant surtout à ne pas les humilier. Hein. Alors ça, c'est un trait de caractère chez lui aussi. Hein. C'est un homme bon, ferme, mais très bon. Parmi eux, d'ailleurs, se trouvait un certain futur cardinal Fesch, oncle d'un certain Bonaparte, avec lequel Saint-Sulpice allait avoir beaucoup d'ennuis. Ça aurait été le troisième point, mais peut-être qu'il vaut mieux que j'arrête, non ? Peut-être pendant la discussion. Parce qu'il y a quelque chose de très paradoxal, en même temps, au moment où la religion chrétienne redevient, la religion catholique redevient non pas, bien sûr, religion d'État, mais la religion de la majorité des Français, hein, voilà que monsieur Emery se trouve confronté à quelqu'un qui, au fond, va utiliser la religion, hein, quelle qu'elle soit. D'ailleurs, il s'en fiche, il a pris celle-là, hein, parce que de fait, c'est la religion de la majorité des Français, mais qui va utiliser la religion et la réduire un peu à être la gardienne de l'ordre moral et social de la nation. Hein. Et ça va courir après, me semble-t-il, tout le 19e siècle. Mais bon, voilà. Mais c'est paradoxal de voir que cet homme qui s'est engagé très clairement dans le sens que je vous ai dit, se voit lui-même écarté de la compagnie de Saint-Sulpice, hein, et celle-ci étant supprimée après sa mort, hein, je crois tout simplement parce que pour Napoléon, Napoléon ne supportait pas les pouvoirs parallèles. Or, la compagnie de Saint-Sulpice avait des séminaires partout en France. Pour lui, la religion était administrée par une administration dont les évêques étaient la tête, et toute institution transversale, religieuse en particulier et autres, n'est-ce pas, devait disparaître. Et c'est, à mon avis, on a dit souvent qu'il n'aimait pas Emery, qu'il n'aimait pas Saint-Sulpice. Moi, je n'y crois pas. Ça, c'est pas une question d'amour ou de désamour dans le cas de Napoléon. Non, c'est tout simplement, il y a une administration, les évêques sont ses préfets religieux, hein, et il ne faut pas qu'il y ait de pouvoir parallèle. C'est mon point de vue, mais j'accepterai volontiers d'en discuter. Merci beaucoup. Pour ce qui est de M. Emery face à Napoléon et au Concordat, on pourra en parler pendant la discussion. Vous avez Jacques-Olivier Boudon et puis Rémy Delacote, qui sont les spécialistes de ce sujet. Donc, je pense qu'ils vont en discuter avec vous pendant le débat. Je vais laisser la parole maintenant à Paul Chauplin. Simplement dire que Paul est maître de conférence à l'Université Lumière Lyon 3. Jean Moulin. Jean Moulin, Lyon 3, c'est vrai que Lumière c'est Lyon 2. Voilà. Et qu'il est spécialiste de l'histoire politique et religieuse
de la Révolution française. Il a travaillé sur la Grégoire, si je ne me trompe pas. Voilà. Et sur le clergé constitutionnel également. Micro. Voilà. Bah, le micro, en fait, il m'approche, on n'entend plus rien. Donc peut-être que je parle plus fort. Donc j'ai simplement dit que Paul Chopin est maître de conférence à l'université Jean Moulin à Lyon 3. Vous m'entendez? Et qu'il a travaillé sur le clergé constitutionnel, sur la Grégoire notamment, et donc il est spécialiste d'histoire politique et religieuse de la Révolution française. Voilà. Merci Martin, merci pour l'invitation pour discuter de ce livre important sur Monsieur Emery. Monsieur Emery qui est une clé d'entrée, une clé de compréhension très importante pour l'histoire religieuse de la Révolution, un personnage qui a été un petit peu oublié, j'y reviendrai, donc je suis très content que cette biographie sorte et remette la lumière sur ce personnage, parce qu'en fait il a traversé toute la période révolutionnaire et il est présent dans tous les débats de l'époque. Donc c'est en quoi il est intéressant. Je vais faire mon intervention, donc tu m'as dit 20 minutes, hein, donc en 5 points très, très rapides. Premier point, autour de l'historiographie de la Révolution en général, avant d'entrer dans le religieux. C'est aussi un livre qui illustre le retour en force ces 15 dernières années de la biographie en histoire de la Révolution. Alors je ne sais pas qu'il y a toujours eu des biographies, hein, personnages de la Révolution, sur une période qui est intéressée, qui est vendue, c'est pas ça, mais en fait, les universitaires, on l'entend, dédaigner le genre biographique. Hein, il y a eu un retour avec notamment Michel Vauvel, qui a incité à faire l'histoire des révolutionnaires ordinaires, pas les grandes figures. Et aujourd'hui, il y a de plus en plus de biographies de personnages de la Révolution. Alors, ça peut être des célébrités, ça peut être Robespierre, Danton, mais ça peut être aussi ces seconds couteaux, ces personnages beaucoup moins connus de Londres, que le grand public connaît assez peu, comme M. Emery. Et c'est important, ces biographies permettent, comme celle de M. Emery, de progresser dans la connaissance de la période. D'abord de réfléchir sur la chronologie, donc de sortir de la décennie 1790, tous ces personnages qui ont connu la Révolution, souvent ils ont eu une vie avant, parfois assez riche. Hein, le père Pitot l'a rappelé, M. Emery il a 50 ans, on commence la Révolution, donc c'est quelqu'un qui a déjà, on va dire, qui a déjà vécu, qui a déjà une importance, et donc ça permet aussi de mieux comprendre comment comment dire, on verra l'exemple par exemple de conflits antérieurs à la Révolution viennent se greffer, comment des amitiés aussi, des réseaux préexistent à la Révolution et vont jouer pendant cette période. La biographie, c'est particulièrement le cas ici pour cette biographie de M. Emery, permet aussi de sortir des catégories qui ont été forgées, d'abord pendant la Révolution elle-même, catégories politiques, catégories religieuses, forgées pendant la Révolution, pendant le 19e siècle, et puis un petit peu fossilisées au 20e siècle, donc les pro-révolutionnaires et les contre-révolutionnaires. En fait, les choses sont beaucoup plus complexes que cela, et l'approche biographique, justement, ça permet de montrer que pour beaucoup d'acteurs de cette période, il y a eu des évolutions. On peut être pour la Révolution au début et terminer plutôt contre-révolutionnaire, ou l'inverse existe aussi. Hein, on peut commencer contre-révolutionnaire et petit à petit se modérer. Et surtout, la biographie nous invite à éviter la téléologie, c'est-à-dire l'histoire écrite à l'avance. Hein, la Révolution est inéluctable, Bonaparte est inéluctable, certains systèmes politiques sont inéluctables. Maintenant, la biographie permet de souligner les hésitations, les revirements. Il y en a beaucoup. Je trouve aussi l'intérêt de la biographie de M. Emery, c'est de montrer qu'on a un clergé, des théologiens c'est quelqu'un qui se pose beaucoup de questions. M. Emery, je pense qu'on y reviendra dans la discussion sur les serments, donc le cas de conscience que posent ces serments. Deuxième point, justement, cette biographie de M. Emery nous permet aussi de rentrer dans le fonctionnement de l'Église catholique, et plus particulièrement de l'Église de France pendant la crise révolutionnaire, et de sortir là aussi d'idées reçues sur
héritée du XIXe siècle, notamment l'historiographie catholique, qui décrit la Révolution comme un grand assaut contre une église catholique qui a su résister et finalement triompher de ses adversaires temporairement, au moins. Et en fait, ce que montre la biographie de M. Emery, c'est qu'en fait, c'est un mythe, cette église catholique unie qui fait face à des adversaires bien décidés à l'abattre. L'église de France, en 1789, elle est en pleine crise interne, crise d'autorité. Bien sûr, il y a le conflit, la querelle janséniste, mais ce que aussi souligne l'itinéraire de M. Emery, c'est une crise de l'autorité au sein de l'Église. Ont été publiés il y a quelques années, 3-4 ans, les procès-verbaux de l'Assemblée générale du clergé de 1788, la dernière Assemblée générale, donc qui est un document essentiel parce qu'elle montre bien cette crise d'autorité. On a un roi qui est théoriquement le chef de l'Église gallicane. Je rappelle pour tout le monde que l'Église de France est soumise à Rome. On est donc dans un cadre catholique, mais celui qui nomme les évêques, celui qui dirige le clergé de France, en grande partie, c'est le roi. Et donc, il y a une crise d'autorité. Les intérêts de l'État royal ne sont plus ceux de l'Église, du moins partie. Et puis on a au sein même de l'épiscopat, au-delà, je ne parle même pas de la question janséniste, on a aussi de grandes divisions sur une multitude de sujets, que ce soit les finances de l'Église, la question du statut des minorités religieuses, la religion de l'État. Et donc quand arrive le choc révolutionnaire, donc 1789-90, c'est la réforme de l'Église de France par l'Assemblée nationale, l'épiscopat est divisé. Et que nous montre le cas de M. Emery, c'est l'émergence aussi de nouvelles figures d'autorité dans l'Église, de boussole. Ça ne veut pas dire, j'insiste, que les évêques ont disparu de la scène, certains sont là, bien là, d'autres disparaissent. On a très clairement des évêques qui disparaissent dans la nature, on aura l'occasion d'en parler dans la discussion. C'est le retour en force du pape dans les affaires de France. Un pape un petit peu embarrassé, on l'a dit avec la thèse de Gérard Pelletier qui a bien montré que Rome a été très hésitante sur les affaires françaises. Et puis vous avez donc ces personnages qui émergent, soit des hommes nouveaux, soit d'autres un petit peu plus inscrits dans le paysage, comme M. Emery. Les hommes nouveaux, c'est par exemple des journalistes, comme l'abbé Baruel, qui a une grande influence au début de la Révolution, ou des députés comme l'abbé Maury, dont l'influence va décroître dans les années 1780. Mais Emery, M. Emery, Jacques-André Emery, c'est une conscience théologique pour le clergé français, supérieur de Saint-Sulpice, congrégation extrêmement importante. Et donc, dans une période comme ça, un petit peu de flottement, d'hésitation, de bouleversement, les événements se succèdent, les lois de l'Assemblée se succèdent, et bien les avis de ces théologiens comptent énormément. C'est comme ça que M. Emery arrive sur le devant de la scène, et donc c'est l'importance pour cette époque des correspondances. On a une église qui est éclatée, qui est divisée, et comment circulent justement ces avis, et justement c'est par ces correspondances diocésaines, correspondances internes aux congrégations, et puis les fameux liens d'amitié, personnages qui se lient entre eux et qui diffusent ces avis. Troisième point, justement, je voudrais revenir sur la complexité, je l'ai dit sur la période, sur les itinéraires et sur les fameux camps en présence. Quand on parle de la crise religieuse révolutionnaire, bien, on voit deux églises catholiques qui se font face en France, l'église constitutionnelle qui accepte la constitution civile du clergé, et en face l'église réfractaire qui refuse. Et la fracture, le test, c'est le fameux sermon de 1790, enfin de novembre 1790, qui va être prêté entre la fin de l'année 90 et début 1791,
voulu par l'Assemblée nationale, justement, pour clarifier les choses. Et donc, pour compter les troupes qui prêtent serment. Donc, ça sera les évêques et les curés qui prêteront serment formeront l'Église constitutionnelle. Ceux qui refusent forment l'Église réfractaire. Une Église réfractaire qui est beaucoup plus importante que prévu par les députés de l'Assemblée nationale constituante. Et donc, qui sera tolérée de fait. Et donc, il y a eu un livre, je parle pour les étudiants, il y a eu un livre très important, qui est toujours un livre majeur, un classique de l'historiographie religieuse de la Révolution. C'est le livre d'un historien américain qui s'appelle Timothy Tackett, T-A-C-K-E-2-T, qui est une grande enquête sur le serment de 1791, justement, comme test de l'état du clergé français. Donc, il y a tout un jeu de cartes, etc. Donc, livre très important, mais qui est important, mais qui ne doit pas faire oublier le reste de la période. C'est-à-dire que ce serment de 1791 va être suivi d'autres serments. C'est tout l'intérêt donc, de suivre l'itinéraire de M. Emery, c'est que M. Emery est confronté aux autres serments. Le serment de 91 qu'il refuse, mais vous avez un deuxième serment en 1792, le serment de liberté et d'égalité, qu'il va considérer lui comme licite, parce que n'engageant pas la sphère spirituelle et l'institution ecclésiale. Et puis vous avez les promesses de soumission à la République, donc une promesse, enfin on demande au ministre du culte en 1795 une première promesse, là aussi qui va diviser le clergé, ceux qui sont pour, ceux qui sont contre. Monsieur Emery est plutôt pour, et puis il y a la fameuse promesse de soumission de 1800. Il ne faut pas oublier, hein, c'est un peu occulté par le Concordat, mais il y a eu un grand débat au sein du clergé en 1800 sur la nouvelle promesse de soumission aux lois et à la nouvelle constitution de l'an 8. Et donc, suivre M. Emery, ça permet d'étudier cette période, cette décennie dans sa globalité et de soulever l'importance de ces sermons. L'autre, toujours dans cette question des blocs, c'est aussi de nuancer des a priori forgés par l'historiographie du XIXe siècle. Je l'ai dit, l'historiographie républicaine. L'historiographie républicaine s'accommodait bien des deux grands blocs. Donc, il y a les prêtres réfractaires, c'est les méchants de l'histoire pour l'historiographie républicaine. Et puis, il y a le clergé constitutionnel, des braves gens, mais qui n'ont rien compris, qui sont un petit peu sortis de l'histoire, qui n'ont pas compris, je pense aux historiens républicains, universitaires de la fin du XIXe siècle, pour qui l'Église catholique, de toute façon, sortait de l'histoire. Et donc, c'était un petit peu leur vision. Puis en face, il y avait une historiographie catholique intransigeante, donc au XIXe siècle, qui s'est surtout structurée à la fin du XIXe siècle, au moment des procès de béatification des martyrs de la Révolution, au moment du conflit entre l'Église et la République, dans les années 1880-1900. Et donc les premières béatifiées, je ne me trompe pas, c'est 1907, c'est les Carmélites de Compiègne, puis toute une série. Et donc l'historiographie catholique s'intéresse beaucoup au serment, parce que le serment permet de classer aussi le clergé entre les bons prêtres et les mauvais prêtres. Et donc les bons prêtres, c'est ceux qui ont refusé le serment. Et je reviens à M. Emery. M. Emery pose problème, parce que c'est l'entre-deux. Il est contre le serment de 91, mais il est pour les autres serments. C'est une question qui va poser notamment problème au moment de la béatification des martyrs de septembre 92. Et donc, officiellement, les martyrs de 92, c'est parce qu'ils ont refusé le serment de 92, ils ont été tués en haine de la foi. Or, c'est plus compliqué que ça. Certains des prêtres qui ont été tués en 92, ça Bernard Mongeron l'a montré plus récemment dans ses travaux dans les années 1960-1970, il y a des prêtres qui ont accepté le serment de 92. Donc en fait, ce livre s'inscrit dans ce renouvellement de cette appréhension de l'attitude du clergé catholique, quelque chose de beaucoup plus nuancé, montrer qu'il y a des itinéraires tortueux. Ça permet de redéfinir les catégories, montrer par exemple dans les réfractaires, l'Église réfractaire du Royaume-Uni, chez les réfractaires, il y a des intransigeants, pour simplifier, c'est les royalistes, ceux qui en fait lient le trône et l'autel, et puis il y a les conciliants qui peuvent accepter le changement de régime, voire qui peuvent justifier
la démocratie, le vote, le scrutin comme source de l'autorité politique, ou la République. Hein, vous avez des réfractaires qui sont républicains, c'est-à-dire qu'ils n'ont rien contre le gouvernement républicain, mais ils émettent des réserves sur les serments et certaines lois. Et puis toujours au sein du clergé réfractaire, pour complexifier les choses, dans ces catégories, vous avez, ça surajoute, il y a les gallicans, très attachés aux libertés de l'Église de France, aux traditions de l'Église de France, et puis vous avez les romains, ceux qui se tournent vers le pape, justement, comme une espèce de phare dans cette crise. Et puis vous avez, je complexifie encore, une troisième couche, vous avez les vieux conflits d'avant, qui sont toujours là. Par exemple, la querelle janséniste. Donc, au sein de ces groupes, par exemple, au sein du clergé réfractaire, vous allez avoir différents camps, différentes chaires. Pour aller vite, pour terminer les deux derniers points, faire la biographie de M. Emery, ça permet de comprendre déjà un petit peu l'histoire parallèle derrière la grande histoire, et qui interroge la question de la survie en révolution. Là aussi, c'est l'itinéraire de M. Emery montre que rien n'est écrit à l'avance, qu'il y a aussi une part de chance. Et ça pose la question de la survie. Il y a des passages très intéressants sur les arrestations de M. Emery. M. Emery a été arrêté 3 fois, donc 2 fois en 93, une fois en 1801. Et le père Pitot consacre des pages très intéressantes à cette question, aux interrogatoires. On voit bien qu'il risque sa tête. Mais finalement, on a des traces d'archives qui montrent que, vraisemblablement, M. Emery est protégé. Il a des relations. Et ça, c'est aussi important pour comprendre cette période. Voilà, rien n'est automatique. On a des cas comme ça de personnes. On est persuadé, quand on voit leur dossier, qu'ils vont se faire couper la tête. Ils ne se font pas couper la tête, ils traversent la période, parce que c'est des phénomènes de relations. Alors qu'à l'inverse, d'autres montent sur l'échafaud ou se font fusiller pour des raisons beaucoup plus minces, beaucoup plus ténues. Enfin, le dernier point, et vraiment je termine, mais c'est pour lancer aussi éventuellement le débat avec Jacques-Olivier Boudon, c'est le concordat. Et là aussi, moi, il y a quelque chose qui m'a frappé, je n'avais pas pensé avant dans cette histoire du concordat. C'est cette arrestation en juillet 1801, et on voit qu'il y a eu tout un groupe de prêtres été arrêtés, et donc il y a clairement eu une intimidation qui a été faite, alors qui serait peut-être à nuancer, à interroger. C'est Fouché qui décide pour la plupart de ces arrestations. Moi j'avais travaillé sur l'abbé Linsolas, qui était le chef de l'église réfractaire lyonnaise, qui fait partie de ces gens arrêtés, alors que lui il n'est pas libéré, il est déporté à Turin, mis en résidence surveillée. Et donc c'est ça, c'est aussi un autre aspect du concordat, de la pacification, qui est aussi napoléonienne, qui est aussi une pacification policière. Et je pense que ça apparaît bien dans ce livre. Voilà les impressions de lecture que je voulais vous soumettre pour ouvrir la discussion. Oui, je consonne tout à fait ce que vous dites sur cette intimidation opérée par... Alors, le problème, c'est qu'on ne sait jamais trop, je trouve, moi, à travers les documents, qui fait quoi. Voilà. On attribue beaucoup de choses à Napoléon. Napoléon, il est souvent en campagne aussi, en campagne militaire. Et je vois, quand Emery publie les nouveaux opuscules de Fleury, qu'il a retrouvés dans ses pérégrinations, dans les bibliothèques, chez les antiquaires, quand il publie les nouveaux opuscules de Fleury, évidemment, qui sont des opuscules qui minimisent la tendance gallicane qu'on attribuait jusqu'ici très fortement à Fleury. Donc ça va dans le sens évidemment de l'autorité pontificale. Alors, évidemment, on avertit Napoléon de ça.
Mais Napoléon le convoquera à Fontainebleau, la fameuse entrevue de Fontainebleau entre Emery et Napoléon, qui relève un peu de... Enfin, c'est surréaliste, un petit peu, cette entrevue. Mais il le convoque 2 ans après la publication des nouveaux opuscules de Fleury. Et au fond, on voit bien à travers le compte-rendu que fait Emery en écrivant à tel ou tel, on voit bien que Napoléon, il s'en fiche, au sens où il est complètement dépassé par ce genre de problème. C'est pas sa tasse de thé, quoi. Hein, il est dépassé. Bon. Mais par derrière, alors, il y a des gens qui travaillent. Et Fouché, bon, il n'est pas très net, quand même, hein, dans tout ça. Bon, voilà, on ne sait jamais trop qui tire les ficelles, quoi, dans tout ça. Ça nous frappe beaucoup, ça. Dans les rapports de M. Emery avec le pouvoir. Parce qu'au fond, on a l'impression que Napoléon ne peut pas se passer de lui. Parce qu'il le nomme dans les fameuses commissions, n'est-ce pas, que Napoléon a créées pour l'examen et de son mariage et de son remariage et puis d'autres. Mais donc il le demande, il le nomme avec en plus, il voit bien que M. Emery est très réticent et ne tient pas du tout à faire partie de ces commissions-là, ça l'ennuie, mais il le nomme quand même, mais il le sort de sa supériorité du séminaire de Saint-Sulpice. Et après, il va supprimer la compagnie. Alors, je crois là que Emery, il se laisse prendre par... dans Saint-Sulpice, Saint-Sulpice s'oppose à très peu de gens. Mais les jansénistes, c'est un peu l'épouvantail. Hein. Et ça, depuis le début. Il y a une espèce de fidélité à M. Ollier, ça remonte au père de Condrin, à Saint-Vincent-de-Paul. Enfin, il y a une opposition viscérale au jansénisme dans la compagnie de Saint-Sulpice. Et alors, Emery, il attribue à l'entourage janséniste de Fouché, qu'est-ce que c'est que cet entourage voilà, je ne sais pas, enfin c'est vrai qu'il devait avoir avec lui ou près de lui quelques autres, excusez-moi, il y a un oratorien dans la salle, quelques oratoriens soupçonnables en effet de jansénisme. Mais bon, je trouve que là, Emery risque lui aussi de se laisser un petit peu emporter. Pour moi, il reste dans toute cette affaire-là des zones de flou que je ne suis pas arrivé à clarifier. J'aimerais bien pouvoir le faire, mais je ne suis pas parvenu. J'ai juste une question d'ailleurs sur le propos, puisqu'il y a un oratorien qui est dans la salle, et que le curé constitutionnel de Saint-Sulpice ayant été un oratorien, vous avez des remarques assez critiques sur le passage. Non. Ce prêtre, comment il s'appelle, enfin, mon âge fait que j'oublie les noms. Hein. Alors, j'écris, mais je suis obligé de relire ce que j'écris ensuite parce que j'ai oublié. Il me semble que ça s'appelait Poirier. C'était un assistant. Avant la Révolution, il devait être assistant du général, enfin, l'un des proches en tout cas. Mais il n'a pas été du tout gênant. Enfin, je veux dire, il a été plutôt sympathique avec nous, quoi. Il n'a pas créé d'ennui. Il a fait ce qu'il avait à faire. Et puis quand Napoléon est arrivé, enfin en 1802, il est parti sans du tout faire de difficultés. Et M. de Pensémont, à ce moment-là, le futur évêque de Vannes, est arrivé comme curé a repris sa cure. Quoi, hein. Mais bon, il n'a pas
n'y a pas eu de difficulté avec le curé constitutionnel proprement parlé. Oui. Juste rebondir là, sur la question là, de la police, des intimidations de 1801. Il y a aussi quand même un personnel dans les ministères, il y a un personnel aussi très anticlérical. Ça, j'en ai fait l'expérience il y a quelques heures aux Archives nationales en travaillant sur les papiers du ministère de la police. On retrouve une partie du personnel après sous le consulat. Et donc, voilà, un personnel qui est très hostile au clergé, qui se méfie du clergé, mais qui est aussi dans un espèce de flou juridique sur ce qui est permis, sur ce qui n'est pas permis. Et donc, on voit bien que la police des cultes, c'est quelque chose qui est en débat pendant toute la période. Et donc, voilà, je pense qu'aussi ces accès d'autorité. Alors c'est pas la déportation, 1801, c'est pas non plus les arrestations, les lois de proscription de 1797, par exemple après le coup d'État du 18 au Petit d'Or, mais ça fait partie, voilà, de ce mode opératoire pour intimider un clergé qui peut être perçu comme une espèce de cinquième colonne, d'agents subversifs au service des royalistes. Parce qu'en fait, derrière, c'est ça, ils sont toujours soupçonnés d'être, par une partie du personnel, le clergé catholique et notamment le clergé réfractaire, d'avoir des arrière-pensées politiques. Oui, ce qui n'était sans doute pas faux pour certains. Hein. Oui. C'est la cause, une des causes majeures quand même des massacres de septembre, c'est celle-là. C'est-à-dire, l'ennemi est aux portes, mais il est aussi à l'intérieur. Et donc, il faut détruire l'ennemi de l'intérieur, ce qui va nous permettre de mieux affronter l'ennemi de l'extérieur. Bon, ça fait partie un peu de toutes les... Ouais. Alors, on va pouvoir laisser la parole à l'assistance maintenant. Donc, encore une fois, les étudiants, n'hésitez pas à poser des questions. Les conférenciers sont là pour là, et pour ça, ils ne vous diront pas que vos questions sont bêtes. Voilà. Toutes les questions sont bonnes à prendre. Ségolène Barbiche, moi, c'est pas une question, mais c'est quand même une précision relative au sermon. Emery n'était pas assujetti au sermon du 27 novembre 1790, car il était ni évêque maintenu, ni curé, ni vicaire, et le séminaire de Saint-Sulpice n'était pas le séminaire diocésain. Donc il était hostile au serment certainement, mais il n'était pas du tout assujetti et obligé de le prêter. Et sinon, il n'aurait jamais pu rester ouvertement comme il l'a fait. Par contre, en 1792, il est assujetti effectivement au sermon du 14 août, puisqu'il est pensionnaire de l'État comme abbé, commandataire de je ne sais plus quelle abbaye. Donc c'est quand même une précision importante, parce que ce sermon de 1791, qui a été prêté en janvier, pour la plupart dans le premier trimestre de 1791, c'est vraiment le sermon de référence auquel se référera la législation de plus en plus répressive à partir de 1793. Et si on veut avoir les textes de tous ces sermons, il faut se reporter à la numérisation des décrets et des assemblées qu'on trouve sur le site de l'Institut d'histoire de la Révolution française, la collection Baudouin,
ou directement au projet américain ARTFL de l'Université de Chicago. Oui. En effet, vous avez raison de poser, enfin de préciser cela. Alors, il ne faut pas oublier que, en effet, M. Emery a cru au début que lui-même n'était pas assujetti au serment parce que le séminaire de Saint-Sulpice n'était pas un séminaire diocésain. Mais il ne faut pas oublier que M. Emery est le chef d'une congrégation, le responsable d'une congrégation qui dirige une bonne quinzaine à l'époque. Alors, bon, j'ai pas le compte absolu dans la tête là, hein, mais entre 15 et 20 séminaires de province qui, eux, sont des séminaires diocésains. Et que par conséquent, M. Emery agit, enfin, il pense, il écrit en tant que supérieur de la société des prêtres de Saint-Sulpice, qui est une société, pas une société religieuse, hein, mais une société de prêtres diocésains, qui dirige des séminaires diocésains. Et au début de 1791, tous les séminaires, toutes les équipes, hein, on aurait dit à l'époque tous les conseils de séminaires, qui sont constitués de sulpiciens ou et les autres étant constitués de diocésains ou d'autres congrégations. Mais en tout cas, tous les séminaires de Saint-Sulpice, sauf celui de Paris, au début, sont assujettis au serment. Donc tous les sulpiciens pratiquement, sauf ceux qui sont à Paris, sont assujettis au serment. Et donc, les paroles de M. Emery s'adressent à tous les sulpiciens et pas seulement à ceux qui sont à Paris. Ça, il ne faut jamais oublier ça. Il faut bien se représenter la structure, n'est-ce pas, de la compagnie. Il y a un séminaire central qui est celui de Paris, séminaire d'origine, mais la compagnie dirige aussi les séminaires que les évêques lui ont confiés. Bon, donc l'immense majorité des sulpiciens ont été assujettis au serment. Et M. Emery, évidemment, il donne son avis en tant que... Enfin, là, c'est clair, il y a une circulaire qu'il envoie, en deux parties d'ailleurs. J'espère ne pas m'être trompé, j'ai pu retrouver les deux parties et les rejoindre, parce qu'il me semble que c'est une seule circulaire, en fait, où il dit à tous ses confrères, ben voilà, vous allez être soumis, il est bien clair qu'on ne peut pas le prêter, etc. Et puis ensuite, il dit, qu'est-ce qu'on va faire? Ben, vous n'allez pas vous opposer, vous allez partir, tout simplement. Vous direz non, on ne prêtera pas le serment, mais vous allez partir, vous allez aller dans des communautés, ou bien chez des particuliers que vous connaissez, et puis vous allez attendre, puis vous allez vivre votre vie de sulpicien le mieux possible. Alors tout ça sera très vite caduc, parce qu'il va falloir ou s'exiler ou se cacher, hein. Mais voilà. Alors pour lui-même, moi ce que je crois bien avoir lu, mais ça il faudrait le préciser, le chercher, il y a eu au début, de fait, M. Emery pense qu'il n'est pas forcément assujetti au serment. Mais il va y avoir un décret, ensuite, je crois comprendre que c'est un décret d'application qui soumet tous les prêtres, y compris ceux qui, au point de départ, n'étaient pas concernés, tous les prêtres au serment. Et c'est là, à ce moment-là, que M. Emery refuse pour lui. Vous voyez ? Donc ça, il faudrait rechercher davantage, mais je l'ai mis ça, hein, dans le livre, je l'ai expliqué, mais bon, est-ce que j'ai mal interprété un texte? Peut-être, hein, c'est tout à fait possible. Mais en tout cas,
on a quand même dans nos archives un document qui montre qu'il n'a pas voulu le prêter, quoi, hein. Mais quoi qu'il en soit de ça, par rapport à Saint-Sulpice, il n'y a pas que le séminaire de Paris, quoi, hein. Il y a tous les autres séminaires. Et donc il se prononce, les textes que l'on a de lui sont des textes qui sont très clairs, mais qui se prononcent pour l'ensemble de la France. Je vous dis, on a à l'époque une bonne quinzaine de séminaires. Viviers, Clermont, Le Puy, Nantes, c'est les premiers. Angers, Lyon, Toulouse, Aix, Avignon. Bon, enfin, on a une bonne quinzaine de séminaires. Voilà. Enfin, c'est. Je rajouterais juste quelque chose justement sur ce sermon de 1790-91. Mais en fait, c'est le sermon initial, 27 novembre 90, concerne les curés, les évêques, les vicaires de paroisse. Et en fait, le serment va être progressivement étendu en 1791 à d'autres catégories de prêtres qui exercent un ministère public, par exemple les prédicateurs, les enseignants, etc. Mais le problème, c'est que c'est très flou et il y a plein de cas un petit peu limites et ça va poser un problème justement parce que les serments se suivent mais ne se recoupent pas. Donc, le serment de 92 n'a rien à voir avec le serment de 91. Puis il va y avoir d'autres serments après et ça devient une espèce de maquis et l'administration elle-même ne s'y retrouve pas. C'est pour ça qu'en 1797, après le coup d'État du 18 Fructidor, il y a ce serment de haine à la royauté qui efface tout le monde doit le prêter, hein, tous les fonctionnaires, ceux qui exerçaient un culte, et puis ceux qui on se sert aussi de la loi sur les émigrés, donc tout prêtre qui a quitté le territoire sans autorisation est interdit de revenir en France sous peine d'être passé par les armes. Donc là aussi, c'est pour ça que c'est complexe cette histoire de serment, parce que la législation est très floue, se contredit avec des interprétations locales par des administrateurs, et là aussi aux Archives nationales, dans le ministère de l'Intérieur, le ministère de la Justice et le ministère de la Police, il y a des plaignasses justement de remontées d'administration, des pétitions de particuliers, de prêtres, d'ailleurs qui eux-mêmes ne savent pas où ils en sont. Est-ce que je dois prêter, est-ce que je ne dois pas prêter, il y a des choses, c'est aussi cette dimension. Quand on parle de la loi révolutionnaire, il faut aussi parler de son application et de ses difficultés d'application qui expliquent aussi certaines situations. Oui, là je retrouve, parce que j'ai plusieurs pages là-dessus. Vous voyez, bon, encore une fois, je dis que les témoignages sont assez imprécis et qu'il reste des zones d'ombre, c'est sûr, mais j'ai vu moi, une décision du 29 novembre 1791. Alors il faudrait que je précise, hein, encore une fois, j'ai pu me tromper dans l'interprétation du texte que j'ai trouvé, ça c'est fort possible, mais la prestation du serment était imposée à tous les prêtres. Mais il n'est certainement pas nécessaire d'attendre la décision générale du 29 novembre 1791 pour que le séminaire de Saint-Sulpice ait été concerné par celle-ci. Cette décision impliquait que les prêtres assermentés seraient privés de leur traitement, de leur pension, déclarés suspects, dénoncés aux tribunaux et même punis de déportation. Le roi eut beau mettre son veto, il n'avait plus guère d'autorité depuis sa tentative de fuite. Après, il a mis son veto après il y a eu Varennes, et puis, etc. Mais voilà. Bon, mais vous m'indiquez là quelque chose qu'il faut que je vérifie, bien sûr, parce on a intérêt à être précis mais dans ce domaine, mais en tout cas, la décision d'Emery, elle est prise non pas seulement pour lui, mais pour ses confrères. Parce que la manière dont fonctionne à cette époque-là la compagnie, et toujours d'ailleurs, c'est d'une manière très très unifiée. D'abord, elle est peu nombreuse. Hein. Il y a en gros 6
directeurs, on les appelle les directeurs, hein, parce que directeurs spirituels, au séminaire, donc chargés du discernement, de l'écoute des gens, discernement de la vocation, etc. Alors, il y en a 6 par séminaire, donc vous voyez, il y a peut-être 150 sulpiciens à cette époque seulement. Vous voyez, c'est pas beaucoup, hein. C'est pas beaucoup, un grand maximum. Un grand maximum. Donc, et en plus, ils fonctionnent de façon très... Comme ils sont ensemble, voyez-vous, dans un séminaire, ils sont 6 par séminaire, et la règle, c'est l'unité. Parce que s'ils ne sont pas d'accord entre eux, ou s'il y a des gens qui mettent le bazar, excusez-moi, mais eh bien, ça se voit tout de suite, quoi. Hein, et donc, c'est très mauvais pour la formation même des gens. Il faut qu'ils se présentent de manière assez unifiée, tout en ayant leurs différences. Mais voilà, donc, et ils ont l'habitude de réagir en corps, si vous voulez. Encore une fois, toutes les décisions se prennent à la majorité des voix dans leur conseil, ce qui est entre parenthèses, assez spécifique à cette époque-là quand même. Hein, je crois que toutes les décisions se prennent à la majorité des voix. Donc ils ont l'habitude de réagir en corps. Et comme M. Emery leur écrit, c'est qu'il a lui-même réfléchi avec ceux avec lesquels il est en relation, etc. J'apporte juste une petite précision. Justement, j'ai fait la recherche pendant ce temps-là sur justement la NRF loi, sur les lois en direct. Donc en fait, la loi 29 novembre 91, c'est la loi qui a été bloquée par le veto royal, Oui. donc qui n'a pas été appliquée. C'est la loi qui impose le serment sous peine d'exil pour les prêtres réfractaires. Mais elle n'est pas, comme il y a le veto royal, elle n'a pas été appliquée. Elle n'a pas été appliquée. C'est celle qui est reprise le 26 août. Oui, voilà, exactement. Oui, voilà. Et là, cette fois, sans roi pour. Voilà. Pour Il y a opposer ses deux, d'ailleurs. Il y a celui du 14 août pour pour les pensionnaires de l'État et celui du 26 août pour qui expulse ceux qui étaient assujettis au premier serment. Mais ceux qui y étaient assujettis, c'est bien dans le texte. Alors, il y a aussi la loi qui, pour la fermeture des chapelles, et qui sont tenues par des prêtres qui n'ont pas prêté le serment. Et là, je crois, d'après les documents que j'ai trouvés, Saint-Sulpice a dû fermer aussi sa chapelle parce que, justement, on demandait si on obéissait à l'évêque constitutionnel, Monseigneur Gobel. Hein, et M. Emery a refusé. Alors, en fait, la chapelle du séminaire Saint-Sulpice a été fermée au culte. Ce qui explique probablement qu'ils se réunissent en fait à la tribune. Hein, quand il y a pour prier, bon. Oui, Rémi M. Delacote, que j'ai lu avec beaucoup... Enfin, je vous ai entendu avec beaucoup d'intérêt, je ne vous ai pas encore lu, je le ferai. J'ai lu évidemment Le Flon, j'ai beaucoup lu Le Flon pendant ma thèse, qui portait sur la grande aumônerie de l'Empire et de la Restauration. Vous avez employé l'adjectif de conciliateur à propos de la conception qu'Emery se fait de l'apologétique, mais je crois que c'est tout de même quelque chose qui caractérise une grande partie de sa pensée, même de son rapport avec les pouvoirs politiques, parce qu'on n'a pas abordé la période du Concordat, puis ensuite de l'Empire, mais il a tout de même été celui qui a réconcilié Fèche avec l'Église, puis ensuite il est resté très proche de Fèche. La grande aumônerie autour de Fèche est peuplée en grande partie de créatures de M. Emery à Saint-Sulpice. Et puis après, on le voit aussi lorsqu'il participe aux 2 comités convoqués par Napoléon. On voit aussi qu'il cherche à ne rien céder sur la doctrine, mais qu'il cherche malgré tout un certain nombre d'accommodements. En tout cas, il se montre conciliant.
Alors, avec une limite qui est très nette chez lui et qu'il fera en grande partie passer à Fesch. Ça explique aussi l'attitude de Fesch lors du concile de 1811. Emery n'est plus là, il est décédé 2 mois avant, mais je pense que malgré tout son influence demeure, à savoir qu'on ne peut pas s'offrir le luxe d'un deuxième schisme. Et donc, il ne faut absolument pas prendre de décisions qui risqueraient de mettre l'Église de France en état de schisme. Et on voit que c'est à peu près son attitude aussi pendant toute la Révolution. Et une anecdote que vous ne citez pas, dont je crois me souvenir, c'est que lors du sacre du premier évêque constitutionnel, il envoie des jeunes clercs de Saint-Sulpice pour voir comment se fait la cérémonie et pour voir si les rites sont valides. Et comme ils lui disent que les rites se sont déroulés comme à l'accoutumée, eh bien il en conclut que malgré tout... Oui, vous avez raison de souligner ça, oui, je me souviens, j'ai vu ça dans les... Oui, tout à fait. Ce qui est assez typique de son attitude. Oui. Et puis on peut aussi rappeler que c'est aussi quelqu'un qui va avoir une influence sur le long terme. Alors j'ai trouvé très intéressante l'anecdote sur le ralliement, le fait qu'il soit donné en exemple au moment du ralliement. Ça concerne davantage le président de séance. Mais il faut rappeler qu'il dicte quand même une certaine ligne de l'Église de France, notamment sur les rapports avec Rome. Il est quand même à l'origine d'un gallicanisme modéré. La réédition des opuscules de Fleury, c'est tout de même un pas vers c'est tout de même la promotion d'un gallicanisme qui est tempéré, fortement tempéré par rapport à certaines conceptions d'Ancien Régime. Et alors, j'avais une question à ce propos-là. Je connaissais son lien avec Bossuet, évidemment. D'ailleurs, ils vont tous les deux siéger dans le conseil de l'université, ce qui, là encore, est une preuve aussi de... C'est ça. Mais Bossuet y allait très peu, parce qu'il était malade. Oui, et c'est Emery qui y allait... Emery y allait plus souvent. Quelquefois, il lui écrivait pendant, selon le sujet, ça l'intéressait ou pas. Mais la redécouverte de Fénelon, des manuscrits de Fénelon, ça s'explique par un intérêt personnel on pourrait s'attendre davantage à Bossuet, par exemple. Alors, Bossuet a été également le biographe de Bossuet. Oui, mais elle est moins réussie, sa deuxième vie. La vie de Bossuet est moins réussie. C'est-à-dire que alors, la redécouverte, c'est assez rocambolesque. Et j'avoue que j'ai pas réussi. J'ai été en contact avec monsieur Trémolière, François Trémolière, que je connais bien, et qui n'a pas pu. Enfin, il sait pas quoi. Il y a comment est-ce que ces manuscrits qui ont été saisis au moment de la Révolution se sont retrouvés chez un huissier, un commissaire-priseur ou un huissier-priseur, monsieur Girardin, je crois, mais mis en gage là par un arrière-petit-neveu de Fénelon qui avait des dettes et qui voulait en tirer de l'argent. Voilà. Alors, quel est entre la confiscation et le fait qu'il se retrouve là, dans la famille, mais toute la famille n'est pas au courant, et justement, il y a une arrière-petite-nièce, la sœur de ce monsieur Fénelon, de la mode Fénelon, qui est très en colère parce que ça aboutit chez son frère et non pas chez elle. Quel est l'itinéraire? J'aurais bien aimé reconstituer l'itinéraire de ces manuscrits, mais je n'ai pas pu. Et en tout cas, ce monsieur Girardin, qui sait que M. Emery est à la recherche de manuscrits, pas forcément de ceux-là, les lui propose. Il veut en tirer une. Alors, ce qui montre que la réputation d'Emery sur Paris était largement faite, quoi. On sait que c'est quelqu'un qui reconstituait la bibliothèque du séminaire, au fond, et qui était prêt à récupérer tous les manuscrits qui lui tombaient sous la main dans la mesure où il pouvait les payer. Alors, et donc il a récupéré ces manuscrits. Il les a payés beaucoup moins cher que Girardin ne voulait
vendre au départ, mais Girardin les a laissés assez facilement. La somme, je crois que c'est 1000 écus quand même, hein, qu'il a payé à l'époque. Et donc, ben voilà. Et il les a envoyés un par un, ou paquet par paquet, par la poste. C'est incroyable. Chez Bosset. Et il voulait d'abord faire éditer par Bosset les œuvres de Fénelon. Ce que fera plus tard M. Gosselin. Et Bosset, on voit parce que Emery est assez ferme, puis il dirige, hein, il dirige Bosset carrément dans son travail. Et Bosset, peu à peu, qui est un homme très habile, très fin, très doux, peu à peu, on voit comment il arrive à lui faire comprendre que non, c'est pas possible actuellement de faire ça, mais on va faire une vie de Fénelon. Alors, ça, quand il faisait ça, M. Emery était aux anges. C'est sa vie. C'est sa vie. Et ça l'embêtait beaucoup d'être au conseil de l'université, ça l'embêtait beaucoup d'être dans les commissions de Napoléon, où d'ailleurs il n'a jamais signé. Il a toujours dit « j'assiste, je participe », mais je ne signe jamais. On ne trouve jamais sa signature au bas des actes. Hein. Et comme on n'a pas les minutes, ben on sait quasiment rien de ses interventions. Quelquefois, quand il écrit à Bosset, mais c'est très rare, il reste très très discret sur ces choses-là. Jean Duchesne, une simple question, une curiosité d'historien très amateur qui a simplement lu il y a 50 ans, oui, le livre de Le Flon. On a parlé plusieurs fois des relations de M. Emery. Alors c'est assez mystérieux. Quelles étaient ces relations? Quels pouvaient être leurs motifs? Et vous n'avez pas parlé de protection. Est-ce qu'on peut avoir quelques précisions oui. sur qui excite la curiosité, tout simplement? Alors, vous savez, ces relations, c'est simple, c'est celle du supérieur général de la compagnie de Saint-Sulpice à cette époque, qui est un homme assez important à Paris et dans l'Église de France. Au séminaire de Saint-Sulpice passent la plupart de ceux qui seront nommés évêques et bien d'autres, hein, qui deviendront vicaires généraux ou tout simplement des prêtres, des curés, des vicaires, enfin il y a toute une palette. Et beaucoup d'évêques sont passés par Saint-Sulpice. Donc, quand ils viennent à Paris, ben, ils viennent à Saint-Sulpice. Et comme ils ont une grande confiance en lui, que tous les échos qu'on trouve à son sujet sont quand même assez louangeurs, quoi, parce que c'est un homme accueillant, il est bon, même si parfois il a une forme de raideur psychologique qui étonne un peu, mais bon, il est très consulté, on a très confiance en lui. Tout ce réseau qui se crée autour de lui, et à la limite, ce réseau, il ne voudrait pas, quoi. Ça l'ennuie plus qu'autre chose, vous voyez. Au moins parce que ça le mêle aux affaires politiques dont il voudrait, en fait, se retirer. Voilà. Alors son réseau énorme, je crois que c'est tout simplement ça. Alors, les protections dont il a bénéficié, moi je crois qu'il y a quelqu'un qui a joué beaucoup dans cette affaire, c'est Madame de Villette, hein, qui était une protégée de Voltaire. Voltaire habitait Ferney dans le pays de Gex, et c'était à quelques pas, à quelques lieues, dirons-nous, à quelques lieues de Gex, et donc de l'habitation, de la naissance, du lieu de naissance de M. Emery, qui était resté très lié à ça. Or, Madame de Villette, sœur de l'évêque d'Orléans, c'est une Rouve de Varicourt, elle, hein, et donc sœur du futur évêque d'Orléans, et elle est protégée de Voltaire, qui l'a fait dame
de compagnie de sa nièce, Madame Denis, et qui est arrivé à Paris. Il l'a mariée avec le marquis de Villette, et puis elle est restée très en lien avec M. Emery. De même qu'on dit, à mon avis, alors j'ai parlé de ça, parce que dans une biographie, on est un peu obligé d'aller dans les anecdotes, quoi. Il faut bien sacrifier un peu aux gens littéraires, mais de même qu'elle a certainement caché une partie des objets précieux et des manuscrits de Saint-Sulpice, les manuscrits autographes d'Ollier, et quand même pour nous le trésor, c'est à Madame de Villette qu'on doit leur conservation. Alors après on a brodé tout un tas de choses. Et là on sait qu'elle était extrêmement active pendant l'emprisonnement de M. Emery. Mais comment ça s'est fait? Bon, on ne sait pas. Vous savez, il y en a quand même bien d'autres qui ont échappé aussi à la guillotine et qui se sont trouvés libérés en 1994, dont Brousset d'ailleurs aussi. Il a été emprisonné lui-même, et puis bien d'autres. Puis d'autres, comme disait tout à l'heure M. Choplin, qui ont eu moins de chance, quoi. Il y a un facteur chance. Oui. On a évoqué pas mal Napoléon, mais sous un jour particulier, puisque vous êtes revenu sur la suppression de la compagnie de Saint-Sulpice, et on a évoqué aussi l'arrestation. Pour comprendre en fait la complexité des relations entre Bonaparte et Napoléon et Emery, on peut aussi voir l'autre versant, c'est-à-dire que 9 mois après avoir été emprisonné, il est nommé évêque d'Arras. Il refuse, mais après avoir joué aussi un rôle, lui et son entourage, vous l'avez évoqué à propos du cardinal Fesch, très important dans les nominations d'évêques. C'est-à-dire que, comme il a formé un grand nombre des ecclésiastiques d'Ancien Régime dans les années 1780, qui sont soit d'anciens évêques, en général évêques d'Ancien Régime, soit vicaires généraux, il connaît parfaitement le milieu clérical et c'est incontestable qu'il a joué un très grand rôle dans la formation de cet épiscopat du 1er 19e siècle. Et puis, il a aussi été sans doute déterminant dans l'attention que Bonaparte, surtout Napoléon, a eue pour les études cléricales. La compagnie de Saint-Sulpice est une des 5 congrégations masculines qui est autorisée, reconnue par l'État, essentiellement pour permettre la formation d'un clergé dont Bonaparte a compris qu'il était déficitaire. C'est aussi le moment où on va autoriser les prêtres, en tout cas les aspirants au sacerdoce, à ne pas faire de service militaire. On crée des bourses dans les séminaires. Bref, il y a toute une politique de Napoléon qui vise à recruter un clergé bien formé. Et comme Napoléon a à l'esprit finalement ce modèle des collèges d'Ancien Régime, qui va utiliser notamment des collèges militaires, finalement pour lui, Saint-Sulpice, c'est un peu sur le modèle des collèges militaires d'Ancien Régime qu'il espérerait voir renaître à partir des années 1806-1808. Donc il y a vraiment tout ce versant qui explique aussi son entrée au Conseil impérial. Il est en bonne compagnie quand même, puisqu'il va se retrouver avec Bonald et d'autres. Et c'est ce qui explique aussi son entrée dans les commissions ecclésiastiques. Alors, effectivement, on ne sait pas son rôle exact, mais j'ai du mal à penser qu'il soit resté totalement silencieux, d'autant plus qu'on discute dans ces commissions d'affaires extrêmement techniques. Par exemple, la commission 1809 qui doit réformer les articles organiques et prévoir la manière dont on va élire les capitulaires. Il fallait tout de même avoir quelques connaissances en droit canonique pour pouvoir réfléchir à cela. Et puis, il y a aussi, bien sûr, on l'a évoqué, toute la préparation du concile. Il joue un rôle indéniable dans cette question de savoir comment accorder l'investiture canonique aux évêques nommés, puisque depuis 1808, le pape refuse de l'accorder. Et donc, là encore, je pense qu'on pourrait y retenir que son
fois son influence a été forte sur cette question, en faisant finalement, je pense qu'il est très proche de la solution qui est adoptée, c'est-à-dire le transfert aux métropolitains pour l'investiture canonique. Et puis j'avais une question, on n'a pas abordé l'international. Or, les Sulpiciens, à ce moment-là, ne sont pas qu'en France. Oui. On en trouve notamment aux États-Unis. Ils ont contribué à revigorer, régénérer l'Église américaine d'une certaine façon. Est-ce que vous pouvez nous dire un mot des relations entre Emery et ses confrères qui sont aux Amériques? Alors, oui, tout à fait. Une chose que je n'ai pas dite, c'est que Emery, sans être diplômé en droit canonique, est un canoniste de tout premier ordre. Et je pense que dans la question des serments en particulier, son interprétation, son appréciation des serments, ça joue beaucoup. Pour le deuxième, pour celui de la liberté et d'égalité, le fait qu'il soit canoniste, il prend l'esprit canoniste, d'un canoniste, c'est-à-dire il prend les mots, voilà, comme ils sonnent, dans leur sens strict, précis, sans chercher à interpréter les intentions des gens qui ont écrit, même s'il va quand même les sonder un peu, pour voir. Mais alors que quelqu'un comme le cardinal Maury et puis tout son entourage à Rome et ailleurs était en permanence dans l'interprétation, évidemment défavorable. Alors ça, je crois que le fait qu'il soit canoniste, c'est quelque chose de très important. On souligne sans doute pas assez. Alors après, pour les États-Unis, c'est assez simple. Pour lui, le départ en 91 sur ce fameux bateau, il y avait Chateaubriand, bon, ça fait pas assez d'anecdotes. Bon. Mais le départ de 4 sulpiciens, dont M. Nagot, qui vient d'écrire une biographie, ou qui est en train de la faire, elle sera publiée en 1818 seulement, mais il est en train de faire la biographie de M. Emery, c'est-à-dire c'est la marque de M. Ollier, pardon, et c'est la marque aussi d'une volonté d'enracinement de la part de M. Emery, d'enracinement dans la tradition. Et il envoie ces gens-là en Amérique, aux États-Unis, à Baltimore très précisément, où ils vont fonder le séminaire de Baltimore qui existe encore, et qui fonctionne fort bien, et dans l'idée que si la compagnie doit disparaître complètement en France, eh bien, elle survivra aux États-Unis. Et elle se répandra aux États-Unis. Alors ça, dans les textes, c'est très clair. Il le dit très très clairement. Et ça, c'est intéressant comme attitude au moment où la grande crise éclate en 90. On voit un homme qui est enraciné dans la tradition de ses pères, et qui en même temps pose des actes qui sont des actes prophétiques. Alors ça montre, je crois aussi, la qualité de l'homme. Alors après, ces relations avec le séminaire des États-Unis seront un petit peu plus difficiles, parce que peut-être que son défaut, il le connaissait d'ailleurs, et il était contre, c'était l'impatience. Il était très impatient. Il fallait que ça se fasse tout de suite, et ça vite. Alors, le séminaire des États-Unis a démarré très lentement, avec très peu d'élèves, ou pas, certaines années pas du tout d'élèves. Et alors, on peut faire un collège pour permettre, un collège de type petit séminaire, pour permettre que des jeunes commencent à penser à la vocation tout en étant au collège, etc. Enfin, c'est classique. Mais alors, ça l'énerve. Et il est très impatient, et il a même des lettres à Monseigneur Carroll, qui était évêque de Baltimore à l'époque, qui sont à la limite de la correction. Franchement, au
aujourd'hui, on n'oserait pas écrire un évêque comme ça. Bon. Alors ça c'est lui. Mais en tout cas, de fait, l'affaire de Baltimore est un trait de génie aussi de sa part, quoi. Au moment où il sent que tout le monde va être obligé de se disperser, ou de se cacher, de partir en exil, on ne sait pas quel sera l'avenir, on ne sait pas. Est-ce qu'il y a une autre question? Vous avez évoqué une petite anecdote à propos de l'attitude de la compagnie pendant le ralliement. Est-ce que la figure de M. Emery ou son attitude conciliatrice ont eu une influence plus durable au XIXe siècle ou bien ça se contame à l'anecdote? Alors, ça c'est un peu difficile à dire quand même. Je crois que dans la compagnie, c'est évident, dans la compagnie Saint-Sulpice, c'est évident qu'il a beaucoup marqué. La preuve, c'est qu'en 1841, on demande, le conseil des consulteurs, avec le secrétaire général, demande à M. Fayon de réunir les documents pour écrire une vie de M. Emery. Ça, c'est 1841. Et M. Fayon, qui est le premier, peut-être, grand historien de la compagnie, même si sa manière de faire de l'histoire est un peu obsolète maintenant, n'est-ce pas? Mais M. Fayon va réunir les 12 volumes énormes que M. Chopin connaît bien, que nous avons actuellement dans les archives de Saint-Sulpice, dont certains comportent chacun 1000 feuillets, quoi, certains, pas tous, mais certains, et qui sont faits essentiellement de correspondances, de témoignages, de documents, voire de copies des textes des archives nationales. On a beaucoup de copies des archives nationales. Bon, mais voilà. Donc sa mémoire demeure, quoi. À ce moment-là, c'est d'autant plus intéressant qu'au XIXe, on est en pleine querelle gallicanisme, ultramontanisme. Et alors qu'au XVIIIe et à la fin du XVIIe, on accuse Saint-Sulpice d'être ultramontain parce qu'on tempère fortement le gallicanisme. Au XIXe, c'est complètement l'inverse. On accuse Saint-Sulpice d'être gallican. Parce qu'on continue d'enseigner parce qu'on a enseigné les 4 articles, mais au XVIIIe, tout le monde enseigne les 4 articles. C'est pas que Saint-Sulpice qui enseigne les 4 articles. Bon, alors ça serait trop long, mais en effet, M. Emery est une référence. Alors en fait, c'est pas Fayon qui va écrire la vie, il a fait tout le boulot, il a recueilli tous les documents, il a pris beaucoup de temps, il a été 10 jours à Blois, par exemple, pour recueillir les souvenirs peut-être un peu du vieil évêque de Blois. Quand je les lis, ça me fait parfois une drôle d'impression, mais bon, il a recueilli tout ce qu'il a pu recueillir. Il a envoyé un nombre de lettres, sous forme de circulaire, mais quand même considérable. Et on n'avait pas les moyens dont on dispose aujourd'hui. Ils ont fait pour recueillir les documents sur M. Emery un travail, à l'époque, un travail de recueil de documentation qui est énorme, enfin c'est incroyable. Je me demande un peu même comment
comment il faisait avec les moyens peu de moyens dont il disposait. Et finalement, Fayon a été envoyé au Canada pour visiter le Canada. Il s'est lancé dans d'autres recherches. Et ce n'est pas lui qui a écrit la vie de M. Emry, c'est Gosselin. Bon, cette vie, elle est ce qu'elle est, parce que Gosselin était un homme très savant et très intelligent, mais pas très génial dans sa rédaction. Hein. Donc elle est un peu ennuyeuse. Et puis il y a eu Monseigneur Méric qui a écrit une biographie qui est encore moins géniale. Et il a fallu attendre Le Flon, hein, qui lui, évidemment, insiste beaucoup sur la dimension politico-religieuse, parce qu'il avait fait sa thèse sur Bernier, sur l'abbé Bernier, hein, et donc il connaissait parfaitement tout ça. Puis il écrira ensuite la vie de Monseigneur de Masneau. Donc Masneau était très proche de M. Emry pendant qu'il était Masneau au séminaire, et à la fin de son séminaire, il l'a accompagné dans sa mort. Masneau avait une grande dévotion pour M. Emry. Alors, en effet, voilà, c'est tout un monde. Hein. C'est tout un monde. C'est un monde où il est très influent, mais j'allais dire parce qu'il ne peut pas faire autrement. Parce que c'est pas du tout le genre d'homme à se mettre en avant. Lui, ce qui l'intéresse, c'est les bibliothèques, les librairies. Et il se trouve propulsé dans un tout autre monde, où d'ailleurs il se comporte avec beaucoup de facilité, en même temps. Merci beaucoup. Je vois qu'il est 19h48. Alors, à moins qu'il y ait une dernière question toute petite, très raccourcie. Apparemment, il n'y en a pas. Il me reste à remercier simplement Capito et puis Paul Chopin d'avoir participé à cette séance. Je veux juste remercier particulièrement Paul d'avoir accepté de venir. Je me reviens sur une chose, en fait, c'est que donc Paul avait un emploi du temps particulièrement chargé aujourd'hui, voilà, mais en fait il y aura une émission qui va être diffusée, je ne sais pas quand exactement, mais sur KTO. J'ai pas bien compris, c'était autour du livre, autour de l'Église de la Révolution, enfin c'est autour du livre, donc avec le père Théo et Paul Chopin. Et voilà, c'est pour les étudiants. Pour ceux qui ne peuvent être. Voilà. Pour les étudiants de Jacques Olivier, c'est une émission qui passe sur KTO, qui s'appelle Le risque de l'histoire, un cycle évidemment, et Jacques Olivier Goudon est passé la semaine dernière. C'était sur Napoléon III et les catholiques. Regardez, les vidéos est en ligne, et je vais le péri François. Si vous n'avez pas eu l'occasion de voir cette émission. Et donc, du coup, prochainement, je vais quelques programmes, si vous n'avez pas prévu de regarder cette émission, essayez d'écouter, et donc, il y aura Paul Chopin et Capito qui passeront autour de ce livre. Je voulais simplement aussi dire que pour nous, on se retrouve dans 15 jours, le 4 octobre, dans cette même salle, sur les mêmes horaires, autour du tiers de l'épiscopat donc, à ce Jacques-Olivier Goudon